Voilà, bonsoir. Ici, nous arrivons un petit peu plus vite que sur l'autre plateforme. Donc voilà, heureusement, nous avons toujours des alternatives, ce qui est très important d'avoir des alternatives. Bonsoir à tous, bonsoir. Bon, alors, il fait très noir ici, non? Il fait très noir. On va voir si on peut illuminer un petit peu plus parce que il fait très noir. Ah bah oui, je peux illuminer. Regardez, regardez, regardez. Mais bon, c'est pas génial là. C'est pas génial, cette illumination n'est pas géniale. Bonsoir, comment allez-vous? On va voir si je peux mettre ici, là. Bon, c'est pas génial. Bonsoir Nathalie. Voilà, nous sommes là, nous sommes arrivés à notre rendez-vous, Psychanalyse pour tous, chapitre 10. Et nous sommes donc au rendez-vous comme tous les mardis à 21 heures. Vous savez déjà pour commencer que vous avez la possibilité de partager cette vidéo sur vos réseaux. Et attendez, on va essayer de voir si j'arrive. On va essayer de voir si c'est possible. Michel, bonsoir. Martine, bonsoir. Et donc on va lire on va lire, voilà. Alors, ça va. Nous sommes au rendez-vous. Donc voilà. Bon, alors maintenant, je vais essayer de voir où est. Nous sommes arrivés donc, comme je disais, au chapitre 10. Chapitre 10, nous sommes en train de continuer à travailler sur le livre de Miguel Oscar Menasa qui s'appelle les 7 conférences qu'il a données à la Havane en 1995. Donc nous prenons ce texte comme base pour continuer à exposer les concepts de la psychanalyse. Alors, par exemple, si je fais ça, alors là, par contre, je ne vais rien voir. Donc, je peux faire ça, par exemple. Ça va être un petit peu mieux si je fais comme ça. Samuel, bonsoir. Alors, ce soir, donc, d'abord, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, elle ne vous intéresse pas seulement vous, sinon qu'elle intéresse beaucoup plus de gens. Première chose. Deuxième chose, nous terminons l'année avec un super cours sur le cas Schreiber, le cas de paranoïa et de psychose que nous sommes en train de réaliser le dimanche à 17 heures ou quand vous en avez la possibilité puisque c'est un cours que l'on peut voir en différé. Schmilka Vidovic, bonsoir. Donc, d'un côté, il y a ça, que vous pouvez encore vous inscrire à ce cours. Annie, bonsoir. Et d'un autre côté, nous allons continuer donc ce que nous avons commencé, où il s'agit, on va voir, où il s'agit de notre psychanalyse pour tous, de notre rendez-vous du mardi à 21 heures. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de la psychanalyse. C'est-à-dire que ce que nous allons voir, c'est le rêve de Irma. Le rêve de Irma, c'est un rêve que Freud a rêvé. Le Freud de Irma, qui est le premier rêve que Freud va exposer dans l'interprétation des rêves. Donc c'est un rêve modèle, on va dire modèle, tant pour les nombreux éléments, Féti, bonsoir, les nombreux éléments que Freud va présenter. Alors ce que Menassa va nous parler, va nous indiquer tout de suite et qui est important à souligner, c'est que tous les rêves ont des restes qu'on appelle les restes diurnes. C'est-à-dire que pour fabriquer un rêve, on va toujours utiliser des éléments qu'on appelle récents, des restes diurnes, des restes de ce qui s'est passé dans la journée du patient où il y a peu de temps dans la vie du patient ou directement, si les éléments ne sont pas précisés dans la séance, de regarder ce qui s'est passé dans la séance antérieure du patient. C'est qu'il y a que quand un patient raconte
en début de séance, non, un rêve, je dois le mettre en relation avec la séance antérieure. Parce que ce que va nous dire Freud et que souligne Menassa, c'est que tous les rêves ont des données préliminaires. Tous les rêves ont des données préliminaires. C'est ce qu'on appelle donc les restes diurnes. C'est pour cela que parfois, à cause des restes diurnes, et ça c'est très intéressant, on pense que les rêves annoncent quelque chose, que les rêves prédisent l'avenir. Parce qu'ils utilisent des éléments qui font partie de la vie du sujet. Mais en fait, l'être humain n'a malheureusement pas ce pouvoir de prédire l'avenir, même s'il a cette tendance, non? Mais il n'y a encore aucune science qui puisse prédire comme ça l'avenir. C'est pour ça que la psychanalyse, justement, se présente toujours en disant nous travaillons par après-coup. Premièrement, les choses sont vécues. Premièrement, on raconte le rêve et ensuite on l'analyse. Très clair, bonsoir. Donc on ne peut pas, avant que le patient raconte son rêve, savoir de quoi il va rêver ou savoir avec le rêve ce qui va lui arriver. Mais on peut le savoir, comme on a vu d'ailleurs dans le cas Schreiber dimanche, qui était très intéressant. On a vu que il a fait un rêve et que ce rêve a pris du sens, mais a pris du sens quand sa maladie a commencé. Tant que sa maladie ne commençait pas, on ne pouvait pas savoir. Bon. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans la construction d'un rêve des éléments qui appartiennent à l'histoire du sujet, qui appartiennent à sa vie quotidienne. Quand je dis l'histoire, non, ça ne revient pas à très longtemps. Ce sont des éléments récents, que pour fabriquer un rêve, Freud va nous expliquer que ce sont des éléments récents. Et en plus, il va nous dire pourquoi ce sont des éléments récents. Parce que les éléments récents ne sont pas encore associés à des éléments réprimés. Parce que dès qu'ils sont associés à des éléments réprimés, poum, ils s'en vont dans le sac des éléments réprimés. Tandis que, comme ce sont, et en plus ce sont des restes diurnes, on va voir en plus, qui ne sont pas très importants dans la vie du sujet. Ce sont des éléments un petit peu sur lesquels apparemment il n'a pas fait attention. Alors, et que quand les éléments préliminaires du rêve, c'est-à-dire les éléments qui ont participé à la production du rêve, sont intéressants et que parfois le sujet ne sait pas n'a rien à dire sur ces éléments préliminaires. Mais Freud va préciser, il va dire, si on fait un petit travail d'attention, il y a d'autres parties du rêve, si on fait le travail d'associer librement, et donc dans l'association, il y a des éléments préliminaires qui peuvent apparaître, c'est-à-dire qui apparaissent immédiatement quand on se concentre un petit peu, on va dire, sur des souvenirs des jours antérieurs, qui vont participer, bien évidemment, à l'explication de certaines parties du rêve. Donc aujourd'hui, nous allons voir le rêve de Irma, ce rêve modèle, le premier rêve interprété par la psychanalyse, et dans ce cas-ci, par Freud. C'est-à-dire que c'est Freud qui va interpréter pour la première fois, et il va utiliser un de ses rêves. Alors il va l'utiliser pas explicitement pour l'interpréter, sinon qu'il va l'utiliser pour nous montrer comment ça fonctionne l'association libre, comment fonctionnent les restes diurnes, les idées préliminaires au rêve, comment il prend le rêve et comment il va l'interpréter fragment par fragment. C'est-à-dire qu'un rêve ne va pas être pris dans une complétude, sinon qu'il va être pris assis, bonsoir, Marlène, bonsoir, il va être pris par des fragments. On va prendre les éléments. Et que sur chaque fragment, en fait, ce que le patient fait, c'est qu'il associe sur chaque fragment. Donc quand Freud fait le rêve de Irma, qui est un rêve qui a fait, il met la date, non, je n'ai pas noté la date, mais c'est en 1895, et dans un jour, Lucie, bonsoir, dans un jour de 1895, où il va préciser qu'il a fait ce rêve qui a ouvert toute cette possibilité. Mais c'est vrai que ce n'est pas le premier travail. Bonsoir Valérie.
Donc ce n'est pas le premier travail qu'a fait, je suis constante, hein, vous avez raison, je suis constante, tous les mardis à 21h je suis là. Donc ce n'est pas le premier travail que Freud a fait, sinon que Freud, il avait déjà publié des textes, il voyait déjà des patients, vous vous rappelez ces cas d'hystérique de Amy, Catalina et Elisabeth. Donc il avait déjà présenté, déjà publié des textes sur les cas des hystériques, et en plus il avait publié aussi des cas sur la névrose obsessionnelle, sur la phobie, sur la neurasthénie, sur la névrose d'angoisse. Bon, il avait déjà pas mal travaillé. Donc, quand il présente, qu'il vient présenter l'interprétation des rêves, donc en 1900, le texte est publié en 1900, c'est-à-dire qu'il est en train, en 1895, quand il fait le rêve de Irma, il est en préparation à ce texte de l'interprétation des rêves. Et ce qui est intéressant, qui est vraiment fabuleux, c'est-à-dire que Freud, il se dit, comment je vais écrire un texte pour que les gens me lisent, pour que les gens ne rejettent pas ce que je leur présente en disant mais non, mais ça c'est un rêve, ou ça c'est ce sont comme il avait fait déjà auparavant d'ailleurs avec ses textes antérieurs, ça c'est l'histoire de névrosés. Vous nous parlez des malades, votre théorie n'est pas valable puisque vous utilisez des malades pour nous décrire comment fonctionne l'appareil psychique. Ça nous intéresse pas, vous parlez de malades. Donc Freud il dit qu'à cela tienne, je vais vous avoir. Je vais parler d'un élément qui correspond à vous tous. À vous tous. Tout le monde est touché par les rêves. Tout le monde rêve. Même ceux qui ne s'en souviennent pas. Tout le monde rêve. Donc il dit, je vais montrer comment fonctionne l'appareil psychique à partir des rêves. À partir de la production des rêves. Je vais montrer comment fonctionnent les rêves. Et en montrant comment fonctionnent les rêves, je vais aussi montrer comment fonctionnent les symptômes. Attention, donc ce n'est pas, c'est-à-dire que ce qu'il va nous montrer, c'est que les névroses de transfert, l'hystérie, la névrose obsessionnelle, la phobie, fonctionnent de la même manière que pour la production d'un rêve. D'ailleurs, quand on voit le cas Schreiber, la première chose que nous dit Freud, c'est que pour écouter le discours d'un psychotique, il faut l'écouter comme s'il nous racontait un rêve. Donc, le rêve est à la base, donc c'est un bon exemple qu'il a pris pour nous montrer comment fonctionne cet appareil psychique. Donc, nous sommes dans le premier chapitre de l'interprétation des rêves, qui est le chapitre qui s'appelle « La méthode d'interprétation ». Ben justement, il s'appelle « La méthode d'interprétation » sur le premier chapitre. Donc, il va nous montrer, il va nous exposer le résultat de ces découvertes. L'interprétation des rêves, c'est un texte d'exposition. Il va nous exposer ce que lui, il a déjà réussi à montrer. C'est-à-dire que c'est le résultat de son travail. Donc, il va utiliser les rêves pour montrer le fonctionnement de l'appareil psychique. Et il nous précise que le matériel préliminaire est très important. Donc, dans le rêve de Irma, Freud va nous parler déjà des éléments. Alors ici, on va pas faire, bien évidemment, vous pouvez aller lire l'interprétation des rêves et le chapitre premier, la méthode d'interprétation. Fatia, bonsoir. Et la méthode d'interprétation, qui est un chapitre assez court, est très intéressant, où on va voir que Freud il va parler de ce matériel préliminaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Freud avant la production de ce rêve, le jour antérieur, la veille. Et donc, il va nous raconter un petit peu sa réalité juste avant la production du rêve. Donc, il dit que pendant l'été 1895, il a en traitement, alors rappelez-vous que Freud, Francis, bonsoir, Freud, il prenait ses patients à cette époque-là. C'était pas comme on travaille aujourd'hui où nous sommes un autre type de rythme, c'est une séance par semaine, mais là, ils avaient des séances, plusieurs séances par jour. C'était de l'intensif que faisait Freud. Et donc, pendant l'été 1800, c'est pour ça qu'il dit que pendant l'été, et peut-être qu'il est resté Irma en séance pendant 3 mois, non, mais c'était un intensif, c'était 3 mois avec 4-5 séances par jour. Donc, pendant l'été 1895, Freud a en traitement
donc une jeune femme qui s'appelle Irma. Alors il précise que cette jeune femme, Irma, c'est en fait la fille d'un collègue, hein, tout ce groupe de médecins qui travaillaient, qui étaient collègues de Freud et qui travaillaient un petit peu sur les phénomènes psychiques, on va dire, non? Et que tout le monde la connaissait. Donc, et non seulement il la connaissait, sinon que Freud il connaissait ses parents. C'était que c'était une relation. Donc Freud dit, ce n'est pas une patiente quelconque. Et cette jeune femme va interrompre, pour les vacances, elle va interrompre son analyse. Mais lui, il considère qu'en fait, elle n'a pas qu'elle n'a pas terminé son traitement, sinon qu'elle a décidé d'arrêter son traitement. Et Freud lui donne un conseil. Mais elle n'écoute pas le conseil et elle part en vacances. Et donc lui, il va préciser, il va dire que dans le cas du traitement de Irma, l'angoisse hystérique a disparu, mais les symptômes organiques n'ont pas encore disparu. D'accord? C'est-à-dire que, et il voit bien que le travail n'est pas terminé. Alors quand je tousse, vous dites la grippe, vous avez envie vous avez des désirs particuliers, Francis. Donc, elle décide de partir, donc il ne peut rien faire. Donc, ça, c'est pour faire référence un petit peu à Irma, puisque c'est de Irma dont on va parler. Donc, la veille du rêve de Irma, il y a son collègue, un docteur qui s'appelle Otto, qui vient lui rendre visite. Et qui vient lui rendre visite, c'est un collègue médecin, donc, qui, pendant les vacances, a vu Irma. Et donc Freud lui pose la question à Otto, lui dit alors comment tu l'as vue Irma? Comment elle va? Elle va bien? Comment elle va? Et Otto lui répond bien, mais pas complètement. Et ça, le pas complètement, ben ça reste dans la gorge. Fait-elle de la résistance? Fait-elle? Donc, non, c'est pas ce qui nous intéresse, Céline, ici. Non, ce qui nous intéresse, rappelez-vous, Céline, que Freud dit que tout ce qui s'oppose au travail de la psychanalyse, ce sont des résistances. Donc, non? Ben, Fatia, je ne suis pas malade, j'ai toussé. Arrêtez, vous n'allez pas croire. Donc, il va dire que il va rester, non, justement, qu'il va rester un petit peu coincé, la phrase de Otto qui lui dit « mais pas complètement ». Elle va bien, mais pas complètement. Donc, ce que va faire Freud, ben, il va travailler. Il va dire, tiens, je vais aller écrire le cas clinique de Irma pour le présenter à mon superviseur. Et le superviseur, c'est le personnage qu'on va présenter comme le docteur M. D'accord? Donc, le docteur M, c'est un médecin avec plus d'expérience que les autres. Et donc, Freud va écrire le cas clinique de Irma pour le présenter à son superviseur. Ah, merci. Donc, et parce que Freud, il reçoit le pas complètement comme si Otto le critiquait. Il dit, ah oui, t'as fait ton travail, mais pas complètement. Regarde, elle n'est pas complètement guérie. Hein, comme s'il n'avait pas fait correctement son travail. Et donc, pendant la nuit, donc il travaille le soir avant d'aller se coucher sur le cas clinique de Irma. D'accord? Parce qu'il l'écrit. Et il va donc faire ce rêve, qui est un rêve assez long, Donc il dit, dans un grand salon, beaucoup d'invités que nous recevons. Parmi eux se trouve Irma. Je m'approche d'elle immédiatement car je veux répondre à sa lettre sans attendre et lui reprocher de ne pas avoir encore accepté la solution proposée. Je lui dis que si elle souffre encore, c'est uniquement de sa faute. On continue. Irma me répond qu'elle a des douleurs très fortes dans la gorge, dans le ventre, dans l'estomac, qu'elle se sent oppressée. Inquiet, je l'observe attentivement, mais elle est pâle et gonflée. Et Freud y précise, et il dit « Je pense avec tristesse qu'elle a peut-être un problème organique que je n'ai pas vu. » Il dit « Je la conduis à la fenêtre et je me prépare à examiner sa gorge. Au début, elle se montre réticente,
comme le font souvent les femmes qui portent un dentier. Et je pense qu'elle n'en a pas besoin de dentier. Finalement, elle ouvre bien la bouche et je vois alors sur le côté droit une grande tache blanche et ailleurs des plaques grisâtres dont la forme rappelle celle des cornets du nez. Je fais rapidement venir le docteur M, le superviseur. Le docteur M, il examine et il confirme mes observations. Mais le docteur M, il a un aspect très différent que d'habitude. Il est pâle, il boite, il s'est rasé la barbe. Mon ami Otto aussi est là et il se trouve maintenant à ses côtés, ainsi que mon ami, tout comme mon ami Léopold, un autre médecin. Donc ce sont 3 médecins, donc on a Léopold, Otto et le docteur M. Léopold examine Irma au-dessus de son corsage et il dit qu'il y a une zone de matité dans le bas du côté gauche et une partie de la peau infiltrée sur l'épaule gauche. Et Freud y précise, il dit « Moi aussi je ressens la même chose malgré les vêtements ». Le docteur M conclut qu'il s'agit bien d'une infection, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter. Une diphtérie surviendra et éliminera le poison. C'est ce que le docteur M dit. Non ? Il n'y a aucun doute, c'est une infection, il ne faut pas s'alarmer. Une diphtérie surviendra et permettra d'éliminer le poison. On est toujours dans le rêve. Donc, il dit que l'ami Otto, le docteur Otto, a récemment, on est dans le rêve, fait une piqûre à Irma lorsqu'elle se sentait mal. Et il lui a injecté un produit composé de propylène, d'acide propionique et de triméthylamine. Et Freud dit, je vois la formule triméthylamine en grand écrit, en grand caractère gras. Et il se dit, Freud, on n'administre pas ce genre d'injection à la légère. Et en plus, il précise, la seringue n'était pas propre. Le rêve se termine là. Je pourrais le répéter pour que vous puissiez bien le mémoriser. Donc, Freud, il va commencer par les médecins collègues étaient professeurs, alors que Freud, pas encore professeur en médecine. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est de voir comment Freud va associer, parce que lui, c'est un spécialiste dans l'association. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de résistance dans l'association. Il va bien nous montrer comment il fait pour associer. Donc, il va dire déjà que évidemment, on voit que le rêve s'associe à l'événement de la veille avec Otto qui lui a dit que Irma n'était pas complètement guérie. Et donc, quand il dit que Otto, il a fait une piqûre d'un composé énigmatique et qu'en plus la seringue n'était pas propre, hein, Ménassa, il dit, on voit qu'il se moque de Otto. Il se venge de ce que Otto lui a dit la veille. Non, c'est une petite vengeance. Donc, il va dire que quand il a fait ce rêve, il était en vacances donc dans une propriété qu'ils ont à la montagne et qu'ils allaient organiser la fête d'anniversaire de sa femme. Et que tous les deux, lui et sa femme, ils espéraient que beaucoup de gens puissent venir à la fête. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'on croit que c'est des détails, mais c'est très intéressant pour la théorie, parce que ce qu'il va nous dire, il dit, premièrement, on va aller fragment par fragment. Il dit, dans un grand salon, beaucoup d'invités que nous recevons. Christine, bonsoir. D'accord. C'est-à-dire qu'il va nous dire que ce qu'il espérait qui arrive, c'est que pour l'anniversaire de sa femme, il y a beaucoup d'invités dans le salon. Bah ça y est, ça se réalise. Dans le rêve, il le réalise. Ça y est, il y a beaucoup d'invités, tout le monde est là. Et il va en conclure, alors pas seulement avec ce rêve, sinon avec d'autres rêves évidemment, que dans les rêves, le désir se réalise au présent. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, que tout est c'est au présent de l'indicatif. Il ne dit pas « j'espère que », sinon que ça y est, les invités sont là.
tout le monde est là, il y a beaucoup d'invités dans le grand salon. D'accord? Et ça, c'est important. Le désir se réalise au présent. Bonsoir, Marwen. Bon. D'accord? Dans le rêve, le désir, donc, est réalisé. Hakim, bonsoir. Ensuite, nous avons deuxième fragment. Parmi eux se trouve Irma. Je m'approche d'elle immédiatement, car je veux répondre à sa lettre sans attendre et lui reprocher de ne pas encore avoir accepté la solution. Non, non, fait-il. Vous allez voir, pas du tout. Non, de lui reprocher de ne pas avoir accepté la solution proposée. Je lui dis que si elle souffre encore, c'est uniquement de sa faute. Donc il lui dit, non, dans le rêve, Freud, il dit à Irma, tout est de ta faute. Alors là, ici, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est-à-dire que Freud nous dit qu'il aurait pu lui dire ça dans la vie réelle. Non? Il aurait pu lui dire ça dans la vie réelle. Il lui dit qu'elle a quelque chose à voir elle-même avec ça, avec ses symptômes. Déjà, il la rend responsable de ses symptômes. Mais en la rendant responsable de ses symptômes, lui, il se lave les mains. Il dit, ce n'est pas moi le responsable. Mais écoutez, écoutez avant de vous précipiter, Francis. Hein? Donc, on va dire, c'est-à-dire qu'il se lave les mains. Il dit, c'est sa faute à elle. C'est elle qui n'a pas accepté la solution. C'est elle qui a interrompu le traitement. Donc, c'est pas moi le responsable. Autre fragment. Alors, on peut réaliser ses désirs dans nos rêves, mais sans action dans la réalité. Exactement, Céline. Exactement, comme dans les fantasmes. Stéphie, bonsoir. Ensuite, numéro 3. Il dit, Irma me répond qu'elle a des douleurs très fortes dans la gorge, le ventre et l'estomac, qu'elle se sent oppressée. Inquiet, je l'observe attentivement. Elle est pâle et gonflée. Alors là, ici, il y a un autre élément qui est très intéressant pour la théorie. Parce qu'il dit que Freud, il va nous dire, mais Irma, je ne l'ai jamais vue gonfler. Gonfler, ça ne correspond pas à Irma. Et donc, il continue à associer, et en associant, il dit, non, celle que j'ai l'habitude de voir un peu gonflée, c'est ma femme. Et celle qui a des problèmes d'estomac, c'est ma femme. Et ensuite, il va associer sur, vous vous rappelez qu'on a vu l'histoire du dentier. Et l'histoire du dentier, il dit, ce n'est ni Irma, ni ma femme. Il dit, c'est une amie d'Irma, que Irma m'avait parlé d'une de ses amies qui portait un dentier. Et elle avait dit que cette amie, elle voulait commencer une psychanalyse avec Freud. Et donc il dit, ici, il dit qu'on va voir le phénomène de condensation. C'est-à-dire que sur l'image de Irma, il dit qu'il va condenser 3 femmes en même temps. Irma, la femme de Freud et l'amie de Irma. D'accord, c'est pour ça que les éléments sont un peu différents, mais en fait c'est une condensation. Donc sur un personnage, il y en a 3 qui sont condensés. Et ce qu'il va nous dire sur cette condensation, je crois que non, il va nous dire et pourquoi il se condense sur ce moment-là. Il se condense sur ce moment-là parce que toutes les 3 avaient dit non à Freud. Sa femme avait dit « Ah, moi, pas question que je me fasse analyser ». L'amie de Irma, elle avait dit qu'elle n'allait pas y aller. Et Irma, elle avait arrêté son analyse. Donc c'est pour ça que ce non face à Freud, c'est ce qui va les réunir dans la formation du rêve, qui va être utilisé par Freud pour les réunir, parce qu'elles ont toutes un point commun. Quel est le point commun qu'elles ont? Elles ont dit non à Freud. Et donc, il les utilise dans son rêve. Donc, ce qu'il va nous dire, Freud arrive à associer les événements, comment fait-il cela tout seul? Il écrit, Céline, il écrit. Donc il va dire, ce rêve a été rêvé en 1895. Il est en train de traiter les patientes hystériques. Et en fait, ce que vient nous dire Menassa, c'est que nous devons, avec l'interprétation, penser que ce rêve, il a été rêvé pour nous. Il a fait ce rêve pour nous montrer comment fonctionne. Non, tout fonctionne par après coup. Il a été rêvé pour nous montrer comment, non, fonctionne l'appareil psychique, comment fonctionne la production des rêves. Et on a vu que la production des rêves, en fait, on va voir que ça fonctionne pratiquement de la même façon pour la production de pratiquement tous les symptômes.
Ensuite, il va dire, quand il parle de la diphtérie, il dit que cette maladie lui fait penser à sa fille qui a souffert un épisode de diphtérie et que sa fille s'appelle Mathilde. Et il dit Mathilde, alors il continue à associer. Hein, il s'arrête pas sur sa fille, il continue. Il dit tiens, et Mathilde, ça me fait penser à une patiente, à une de mes patientes qui vient de mourir, hein, que je n'ai pas pu éviter, on va dire. Donc, comme s'il aurait pu, qu'il a été en plus la soigner à domicile et que, en fait, elle est morte. C'est-à-dire que ce qu'on va voir, c'est que d'un côté, Freud il va essayer de s'excuser. C'est-à-dire que face à la phrase de Otto de la veille qui lui dit « mais pas complètement, Irma n'est pas complètement guérie », lui, il va essayer de s'excuser en disant « c'est Irma qui n'a pas accepté la solution que je lui ai proposée. C'est à cause de Otto qui a fait une injection avec une seringue qui n'était pas propre. » Et en plus, après, il va dire « et regarde, le docteur M, dans mon rêve, je le rends stupide parce que je lui fais dire une phrase qui n'a aucun sens en médecine, donc je le rends stupide, et donc je vais dire, vous voyez, non Alors, on va dire bonsoir Annelise. Donc, il va essayer de s'excuser, c'est-à-dire surtout de s'excuser ou de se laver les mains en disant, moi je n'ai rien à voir avec l'état de Irma. Et en plus, il va nous dire, par contre, avec Mathilde, il se sent responsable. Avec Mathilde, là, il y a une petite épine, parce que cette patiente qui est morte, là, il y a quelque chose où lui, il sent qu'il a une responsabilité. Donc, si nous pensons que Freud a fait ce rêve pour nous, nous pouvons l'analyser. Enfin, nous allons suivre l'analyse de Ménassa, qui propose une analyse de ce rêve. Non ? Et il va prendre la phrase de « elle n'en a pas besoin ». Et elle n'en a pas besoin. Non, il va dire, il parle du dentier. Il dit, mais en allemand, elle n'en a pas besoin. Non, c'est neutre. Non, il n'existe pas de différence quand on parle d'un dentier entre le féminin et le masculin. Donc il dit que c'est neutre. Donc il dit, Irma n'a pas besoin, ni sa femme, ni l'ami d'Irma n'a besoin. N'a besoin de quoi? De psychanalyse. Et ça veut dire, et il va nous expliquer, il va dire que ça veut dire tous que personne n'a besoin de ce que je suis en train de découvrir, il se dit. La condensation de ces trois femmes se fait parce que toutes les trois disent non au traitement psychanalytique. Et que lui, en fait, il vient s'excuser pas du fait que Irma n'est pas complètement guérie. Il vient s'excuser d'avoir inventé la psychanalyse. Non ? Donc c'est pour ça qu'il vient avec de nombreuses excuses. Non ? Ensuite, il dit que la maladie de Irma est organique. Donc si elle est organique, elle n'a rien à voir avec moi. Moi, je suis psychanalyste. L'organique, c'est pas moi qui m'en occupe. Non, c'est un psychanalyste. Il n'est pas responsable. Ensuite, il va dire, je pense avec tristesse qu'elle a peut-être un problème organique que je n'ai pas vu. Et maintenant, ça, il va préciser. Quand on dit une phrase en disant « je crois, je pense, il me semble », ben, ça annule la phrase qui est derrière. Ça veut dire qu'on peut penser que la phrase c'est « je pense avec joie qu'elle a peut-être un problème organique ». Et comme ça, moi, je me lave les mains, c'est pas mon problème. Et Freud va conclure en disant « le désir du rêve, c'est comme le conte du chaudron ». Vous connaissez le conte du chaudron? Le conte du chaudron, c'est « j'ai prêté un chaudron à mon voisin ». Et mon voisin, quand il me rend le chaudron, hein, est cassé, troué. Et moi, je lui dis « hé, le chaudron, il est cassé ». Et mon voisin, il va me dire « je t'ai rendu le chaudron en bon état. Quand tu me l'as prêté, il était déjà cassé. Mais tu m'as jamais prêté aucun chaudron. » Ça, c'est le conte du chaudron. Et c'est un très bon exemple pour montrer comment parfois nous-mêmes, dans notre propre vie, hein, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de donner une explication sur un fait, on en donne plein qui se contredisent entre elles. Hein, c'est-à-dire que ou tu m'as prêté le chaudron, tu me l'as pas prêté. Et si tu me l'as prêté troué, j'aurais pas pu l'utiliser. C'est-à-dire que
les éléments se contredisent entre eux et donc finissent par s'annuler. Hein. Et que Freud, il fait la même chose, c'est Freud lui-même qui se rend compte, il dit qu'il fait la même chose avec ces excuses qu'il propose sur Irma, hein, en disant que c'est une maladie organique, que moi je suis psychanalyste, que Otto il avait utilisé une seringue qui était sale, non, que c'est Otto qui l'a rendu malade, bref, il s'auto-annule les excuses, que dans tous les cas, ce n'est pas lui le responsable. Et ensuite, il y a le docteur M. Effectivement, fait-il. Et donc ensuite, il y a le docteur M, hein, qui était en train, à ce moment-là, à cette époque-là, qui est en train de faire des recherches sur une substance sexuelle qui est en relation avec la triméthylamine. D'accord? C'est-à-dire que le désir du rêve serait, d'un côté, pour se libérer de la culpabilité de la maladie d'Irma, mais ça c'est l'apparence. Mais ce qu'il y a réellement derrière, c'est pour se libérer de la culpabilité d'avoir produit la psychanalyse. De dire, si le monde n'en a pas besoin, je suis en train de faire quelque chose de personne n'en veut. Ni Irma, ni ma femme, ni l'ami de Irma, personne n'en veut, personne n'en a besoin. Donc, et qu'il était en train de se sentir coupable de produire quelque chose qui allait venir embêter tout le monde. Hein? Donc, ça c'est très intéressant. Non? Le désir de Freud, c'est de nous montrer ses craintes, ses appréhensions déontologiques, car il est en train d'agir contre la médecine, en créant la psychanalyse, en produisant le concept d'inconscient. C'est-à-dire que c'est comme si dans le rêve, il nous disait « ce n'est pas moi qui est en train de découvrir ça, le ça. Hein. C'est quelqu'un qui est supérieur à moi. C'est quelqu'un qui est en train de découvrir toutes ces choses, c'est l'inconscient, la triméthylamine. » D'accord? Donc, ça c'est pour ça que c'est un rêve qui est très intéressant. Alors, je vous recommande bien évidemment de faire la lecture de ce rêve pour voir comment Freud il associe. Comment lui, il prend le fragment et il dit tout ce qui lui passe par la tête en relation avec chaque fragment. Et après, bon, ici, nous avons l'opportunité d'avoir l'interprétation de Ménassa qui prend le rêve comme si c'était un rêve d'aujourd'hui. Pas comme s'il avait rêvé en 1895 en disant, bon, j'ai ce rêve, ce patient qui me raconte ce rêve, qui me donne le matériel, qui me donne l'association. Et donc, comment je l'interprète ? Personne n'en a besoin. Je pense qu'elle n'en a pas besoin, il dit dans le rêve. Je pense qu'elle n'en a pas besoin. Alors, soi-disant, il parle du dentier, mais nous savons que dans les rêves, tout est déplacé. Donc, il ne parle pas du dentier, il parle de la psychanalyse. Et que son rêve, ce serait une manière de s'excuser face au monde d'avoir produit la psychanalyse, parce que ça va venir tout retourner. Vous savez, toutes les voix qui s'élèvent, bien évidemment, contre la psychanalyse, contre la production de la psychanalyse. Et que lui-même, en Freud, il y avait une voix qui s'opposait à cette production, en lui-même. Et pourtant, il a continué. Donc c'est pour ça, comme vous dites, Féti, hein, que Freud, c'était courageux, mais un vrai scientifique, parce qu'un vrai scientifique, c'est celui qui doit avoir le courage de mettre à nu, on va dire, d'exposer toutes ces découvertes, même si ce sont des découvertes qui vont venir troubler, bouleverser la conception que l'humain avait de lui-même. Parce que jusqu'ici, l'humain avait une conception de lui-même, et avec la production de la psychanalyse, cette conception a disparu. Bah non, elle n'a pas disparu, bien évidemment. Bien évidemment, ce serait trop facile. Non, non, sinon qu'il y a une nouvelle, non, continue à déranger, bien évidemment qu'elle continue à déranger. Écoutez, de toute façon, il faut penser que les découvertes de Copernic continuent à déranger certaines personnes. Il y a encore des gens qui préfèrent penser que la Terre est plate. Donc, dans toutes les épaules, mais pourquoi s'excuser d'avoir créé la psychanalyse? Il ne fallait pas. Si, parce que vous voyez bien que ça dérange tout le monde, la psychanalyse. Comme je dis, ça dérangeait, le propre Freud était dérangé par la propre production de la psychanalyse. Que lui aussi, il allait devoir commencer à se psychanalyser.
lui aussi, il a commencé à se psychanalyser, hein, avec cette soumission à ses découvertes, hein, parce qu'il savait au préalable que les gens ne vont pas accepter ce qu'il vient de créer. Bah parce que lui-même, il ne l'acceptait pas. Non, que lui-même, il ne l'acceptait pas. Et que d'aller dire aux gens, vous n'êtes pas maître dans votre demeure, bah les gens, ils n'aiment pas. Hein. Enfin, dire, il n'y a personne qui aime. Tout le monde veut montrer que moi, si. Toi, peut-être, mais moi, si. Non, c'est notre tendance à tous. C'est pour ça qu'il faut se psychanalyser de façon régulière, parce que sinon, on a tout de suite tendance à dire, non, non, moi, je contrôle. Moi, je sais ce qui m'arrive. Hein, mais en fait, donc c'est pour ça que, bien évidemment, que Freud, et puis en plus que l'élément qu'il découvre, c'est la triméthylamine. C'est un élément sexuel. Oh, quelle horreur, quelle horreur! Hein, un élément sexuel. Et quand il dit sexuel, il ne dit pas génital, il dit sexuel. C'est-à-dire que c'est un élément qui conforme la vie de l'être humain. Le bon scientifique doit accepter de faire un sale boulot. Bon, c'est une façon de dire, Céline, mais non, c'est-à-dire un boulot qui va déranger, bien évidemment, les découvertes, toutes les découvertes. Non, comme on disait à un certain moment, de commencer quand on nous a mis une fourchette dans les mains, l'être humain, il a mis un certain temps avant d'accepter d'utiliser la fourchette. Toutes les nouveautés, l'être humain. Rappelez-vous quand le téléphone portable est arrivé, toutes les voix qui s'élevaient contre cet élément. Bah, alors c'est pour ça qu'il y a eu autant de publicité. Maintenant c'est fini. Pratiquement tout le monde a un téléphone portable. Il y en a encore quelques-uns qui ont réussi à échapper, mais sinon, nous avons tous un téléphone portable. Hein, c'est-à-dire que la société a un pouvoir sur nous énorme. Énorme. C'est pour ça que la psychanalyse, ce n'est pas seulement une thérapie, sinon que c'est la possibilité de pouvoir se dégager un petit peu de tout ce pouvoir social qu'a l'idéologie dominante et de pouvoir mettre une certaine distance, hein, de pouvoir mettre une certaine distance là-dessus. Donc voilà pour ce soir. Le rêve de Irma de Sigmund Freud de 1895 qu'il a présenté donc en 1900 quand il a publié l'interprétation. Freud, en s'excusant, voulait être aimé. Non, moi je pense que c'est en relation avec lui-même, non? C'est en relation avec lui-même. Je veux dire, parce que ça c'est une analyse que Ménassa fait pour nous. Freud, il n'a pas reçu cette analyse. Lui, non, on voit qu'il a des préoccupations déontologiques. Comme Otto lui a dit, non, pas complètement. Irma est guérie, mais pas complètement. Donc il y avait des préoccupations déontologiques en disant, bon, bah alors qu'est-ce qui lui arrive? Et donc, dans son rêve, il résout ses préoccupations. Mais Ménassa fait un pas de plus, on va dire un pas de plus dans l'interprétation en disant que de produire une nouveauté pour l'humanité, regardez, c'est pas rien ce qu'il a produit Freud. Il a tout bouleversé, C'est une production une production scientifique assez importante, la production de Freud. C'est pour ça qu'il y a autant de voix qui s'élèvent contre ça, parce que ça vient bouleverser chacun d'entre nous dans notre petit confort de la raison, bah, ça vient nous perturber. C'est une tendance de l'être humain à résister à toute nouveauté, oui, Fatia. Et Freud va nous dire qu'on résiste à la nouveauté principalement parce que c'est un travail psychique. Donc c'est une sorte de paresse. Non, c'est-à-dire que face à la nouveauté, on préfère ne pas accepter. Mais vous n'avez pas écouté les premiers épisodes, Francis, de Psychanalyse pour tous. Vous devriez reprendre les premiers épisodes. Vous avez du retard, non? Parce que justement, il n'y a pas d'incohérence dans la théorie de Freud. Sinon qu'il y a une nouvelle formulation de la science. Nous ne sommes pas dans le domaine du positivisme, qui dit qu'à partir des causes, on va expliquer toutes les conséquences. La psychanalyse, c'est une science de conjecture, c'est-à-dire qui part à partir des résultats, qui va étudier le phénomène à partir des résultats.
Ça ne dépend pas comment la maman de Francis a parlé à Francis quand il était petit qui a donné ce résultat, sinon que c'est aujourd'hui, en voyant comment Francis parle ou fait ce qu'il fait ou dit ce qu'il dit, qu'on peut penser comment était sa maman. Non, c'est toujours par après coup. On préfère la zone de confort. Non. Comment refuser d'être psychanalysé par le père de la psychanalyse? Quelle résistance. Elle ne savait pas encore. Non? Nadia, que bueno. Que vous auriez accepté, non? Avec Freud, je me laisse psychanalyser. Résister est-il en lien avec l'autoconservation? Non, résister, il y a beaucoup d'éléments. Premièrement, et puis résister, c'est changer. Non, ou ne pas résister plutôt, se laisser transformer, non, c'est accepter le changement. Et accepter le changement, c'est aussi quelque chose qui est difficile pour tous les êtres humains. Accepter le changement, pourquoi? Parce que ça nous avance vers la mort. Donc le chemin, c'est la mort. Donc il y en a qui préfèrent essayer de se détenir, de retenir le temps qui passe, comme s'ils allaient éviter, j'aurais accepté. Oui, d'accord. Donc vous voyez, chacun ses fantasmes. Très bien, Nala. Très bien. Bon, alors nous, on continue mardi prochain. Nous ne sommes pas encore en vacances. Nous serons le 7 ou combien? Nous serons le 9. Oh, Clémence, tu sais pas compter. Le 9 décembre. Donc, on continue Psychanalyse pour tous. Le 9 décembre, à la même heure, il y a aussi le problème financier d'une analyse. Mais non, ce n'est pas un problème, Francis. Ben, vous avez beaucoup de retard dans les vidéos antérieures. Hein, vous devriez aller jeter un coup d'œil. Merci à vous, Marlène. Bonne continuation à tous. Bonne semaine. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur vos réseaux et que vous pouvez encore vous inscrire sur le cours du dimanche à 17 h pour voir le cas Schreiber. Allez, bonne soirée à tous. Bonne continuation. On continue mardi prochain. Bonne soirée. Au revoir, Féti. Ciao. Au revoir.